de Paris à Cotonou, son nom résonne dans les soirées. Dans la musique, on ne commence pas son mix n'importe où en fait. Quelqu'un qui a fait une école et quelqu'un qui a appris ça sur le tas, on le voit, on le sent dans ses mix en fait. Il est derrière les platines des grands rendez-vous afro. La passion du DJ est devenue un deuxième métier. J'évolue par rapport à l'actualité. Même les Américains ont commencé à trembler en fait. DJ Crispy. L'apogée a fait maintenant que c'est la musique afrobeat qui domine le monde en fait. Ce que l'afrobeat qui faisait aujourd'hui dans les clubs, c'était ce que Coupé faisait à l'époque. Mais est-ce que tu es de ceux qui pensent que le Coupé décalé est mort avec Arafat? Il y a beaucoup de personnes qui sont en boîte, des fois tu as l'impression qu'ils ne savent pas pourquoi des fois ils sont là. Et qui pouvaient être dans leur salon, ça allait être pareil en fait. Tu as parlé de Adja Piano, qu'est-ce que tu penses de ce mouvement qui est naissant? Le rôle d'un DJ, c'est pas seulement de jouer ce que les gens connaissent en fait. Juste savoir mixer, ça suffit plus. Non. C'est quoi ta relation avec Vano? J'ai compris que vous avez une relation particulière. En fait, Cotonou Boy Show. Ladies and gentlemen, Oyodam Nasty Nesta. Mes amis m'appellent Daniel cause I sleep where the lions eat. Alors, de Paris à Cotonou, son nom résonne dans les soirées où la diaspora d'Afrique se retrouve pour vibrer, pour danser, pour se reconnecter. Il est derrière les platines des grands rendez-vous afro. À Paris, il mixe sur RFI, Africa numéro 1 et fait battre le cœur de toute une génération entre deux continents. Aujourd'hui, dans le Cotonou Boy Show, on traverse la frontière pour recevoir l'homme qui va par le nom de DJ Crispy. Salut DJ Crispy. Salut Nasty. Comment ça va? Plaisir. Ça va? Plaisir d'être là. Comment le pays te traite? Le pays me traite bien parce que je suis un enfant du pays. Oui. Donc le pays sait reconnaître ses enfants. Donc c'est avec plaisir que je suis là. Oui, j'ai vu que tu es là depuis quelques semaines. Exactement. Tu es là pour ton pèlerinage annuel. Comme on dit. C'est ça. Comme on dit, c'est de faire le circuit pour que les gens continuent à comprendre que je suis toujours d'actualité. Voilà. Si. Alors, pour ceux qui te découvrent ici, comment est-ce que tu te présentes? Je pense que tu as lancé la présentation. C'est vrai que c'est DJ Crispy, DJ officiel RFI, Couleur Tropicale depuis, on va dire, plus de 15 ans, que je travaille avec l'Odyssea. Aussi, donc, d'Africa numéro 1, qui aujourd'hui est devenu Africa Radio. Ouais, Africa Radio, effectivement. Après, j'ai travaillé avec plusieurs médias, que ce soit télé aussi, comme DBM, ou l'une de mes spécialités aussi, c'est de faire la vidéo mix. Ouais, VJ. Voilà, exactement. Donc, voilà, on va dire que j'ai un panel assez large au niveau du DJing. Commencé, on va dire, avec une expérience de plus de 25 ans, parce que j'ai commencé très très tôt. Parce que j'ai la chance que mon père me mettait DJ jockey, en fait. Ok. Donc, après, j'ai fait une école de DJ. Ok. Et voilà comment les aventures se sont enchaînées, en fait. Ok. Tu viens de dire quelque chose de très intéressant. Ton père était DJ. Ta jeunesse, comment tu la passes et comment vient ce contact ou comment tu concrétises ce contact avec le DJing? Mais comme je te dis, mon père était DJ jockey, donc ça veut dire que très 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 petit, j'avais baigné vraiment dans une multitude de sonorités assez très variées. Parce que mon père, comme on dit, est un mélomane, mais très très dense, c'est-à-dire que ça soit à l'époque de la musique africaine qui était dominée par la musique zaïroise à l'époque, la musique camerounaise. C'était l'époque de Bob Marley, donc il était fanat de Bob Marley, ça veut dire que même tout ce qui était salsa, il était danseur de salsa. La musique française, il écoutait tout ce qui était des Claude François. Arrivé en France, je suis rentré dans tout ce qui était de la funk, dans les années 90, 2000. Donc aujourd'hui, ceux qui connaissent mon père et qui me découvrent savent que le chemin est naturel. Mais ton enfance, tu la passes au Bénin? Pour ceux qui ne le savent pas, c'est que moi je suis né à Lomé. Mes parents se sont rencontrés à Lomé, très 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 jeunes. Je suis venu à Cotonou, où j'ai résidé très peu sur Cotonou. J'ai résidé à Cotonou jusqu'à 10 ans à peu près. Et mon père, entre-temps, au moment où j'étais là pour, on va dire, le début de mes années de Cotonou, mon père s'est déjà exilé en France. Et c'est à mes 10 ans qu'il m'a fait ramener à Paris. Donc après, j'ai suivi toute ma scolarité. Et voilà, donc comme on dit, la passion du DJ est devenue un deuxième métier. Parce que j'ai un métier de base, peut-être que les gens ne le savent pas. Parce qu'à la base, je suis responsable chef de projet informatique. Donc dans le domaine bancaire. Donc le DJing, en fait, voilà. Donc on va dire la semaine. Voilà, je navigue en deux millions. La semaine et voilà, et je sors le mot de casquette dès vendredi. Voilà, exactement.
Donc voilà, on va dire que la musique me permet vraiment d'avoir un certain équilibre, en fait, tout simplement. Voilà. Oui. Mais c'est pas chaud de cumuler ces deux vies-là. Depuis des années, en plus, tu as gardé le même rythme. Mais c'est vrai que la plupart de pas mes activités sur les réseaux, très peu savent qu'effectivement que je navigue sur ces deux, on va dire sur ces deux projets de vie. Mais comme je dis, la plupart, lorsqu'on me demande mais comment tu fais, je dis non, c'est que de la discipline. C'est que la discipline, en fait. Ça fait tellement d'années aussi que je le fais. Que j'ai des temps où voilà, je suis quelqu'un qui naturellement aussi ne boit pas. Donc on va dire même en termes de récupération physique, c'est assez rapide, tu vois. Donc voilà, en fait, j'ai un processus de gestion même de ma vie personnelle, de la personne qui fait que on arrive à naviguer sans trop de soucis. dans ces eaux qui peuvent être parfois troubles. Très troubles, comme on dit. Bah écoute, tu es DJ. Cette émission, le Cotonou Boy Show, est rediffusée également sur la radio, sur Bip Radio. Donc on va profiter. C'est une émission musicale. Exactement. Donc ça me fait plaisir d'avoir un DJ. Quand tu repenses à tes années où tu es arrivé en France, quelle musique de l'époque te revient à l'esprit quand tu penses à ces années-là? Mais comme je t'ai dit, moi, quand je suis arrivé en France, j'étais arrivé en France dans les années 80. Donc, c'était vraiment... l'époque, c'était très reggae, très US. Quand je dis US, c'est tout ce qui dominait, c'était de la funk. Surtout Michael Jackson à l'époque. C'était le pop star de l'époque. Et voilà, donc comme je te dis, ça c'est la partie européenne, mais la partie africaine était dominée essentiellement par les musiques zaïroises et camerounaises à l'époque en fait. Je te dis ça parce que j'aimerais que tu nous proposes un titre qu'on va écouter avec les auditeurs là, de cette période-là. Si tu devais en choisir un, ce serait de cette période, ça peut être le morceau qui a fait fureur où tout le monde ne peut pas se louper à l'époque, qui était, on va dire, un événement. C'était Thriller en fait. Thriller de Michael Jackson. Voilà. Parce que je me rappelle à l'époque, c'était un événement. C'est-à-dire que quand c'est sorti en avant-première, on va dire que le monde entier s'était arrêté en fait. Voilà. Et ça, c'était l'époque MTV. Exactement. Également. Exactement. Voilà. Thriller, c'est Thriller, ça a révolutionné le clip. Tout. Parce qu'on est passé du clip. C'était un film en fait. C'était un film. Exactement. Ça dépassait le cadre. C'est-à-dire qu'on est rentré dans une autre dimension en fait. Exactement. Donc on se l'écoute pour le plaisir des auditeurs. Thriller de la part de DJ Crispy. Le DJing t'a été transmis par ton père. Est-ce que tu te rappelles de tes premières soirées? Mes premières soirées, ça a été des soirées où je faisais plus essentiellement avec des amis. Parce que je pense que la plupart ont commencé comme ça pour avoir une certaine confiance. Donc c'était avec des amis, c'était on va dire les anniversaires. On se teste, on se jauge, on regarde si vraiment on est amené à faire lever la foule, même si on connaît la foule. Donc les premières sont comme ça. Donc après, je te dis, moi j'ai eu la chance de connaître quand même une époque qu'aujourd'hui la nouvelle génération n'a pas connue. C'était l'époque des cassettes, si tu veux. Et moi, je me rappelle quand je voyais mon père à l'époque, c'était des cassettes. Justement, comment on faisait à cette époque-là pour mixer des soirées avec des Mais je vais t'expliquer. En fait, mon père, comme je t'ai dit, mon père était disjockey. Donc, je voyais son processus, en fait. Donc, ça veut dire à l'époque, c'est-à-dire qu'il jouait le vinyle, parce qu'il était entre vinyle et cassette. Donc, ça veut dire que de toute façon, tu dois faire un mix, c'est-à-dire que tu dois faire un enchaînement séquencé pour qu'il y ait une fluidité dans ce que tu proposes lorsque tu mixes. Donc, ce qu'il faisait, c'est qu'il lançait effectivement le play donc, du 33 tours à l'époque ou 45 tours. Et dès que la musique s'arrêtait, il appuyait sur pause. Et lorsque l'autre démarre, il avait des points, en fait, des points séquentiels. Il repart sur l'autre. Et donc, quand tu écoutes le cassette à la fin, en fait, tu as le processus d'enchaînement comme si c'était en club, en fait. Tu vois? Et donc, c'était les débuts. Moi, j'ai vécu ça. J'étais là. J'ai vécu le vinyle, la cassette, le CD, les mini-disques, les MP3, tout. Tu as tout vu passer. Jusqu'à aujourd'hui, avec en fait, le numérique, en fait. Voilà. Donc, moi, à l'époque, lorsque moi, j'ai fait mon école de DJ, c'était essentiellement un vinyle, en fait. Donc, après, voilà. Donc,
Je vois, j'ai vu l'époque du DJing a évolué en fait. Voilà. Ouais. Mais à cette époque-là, t'es jeune noir béninois en France, tu commences le DJing avec des amis, c'est ça? Mais l'atmosphère était comment à cette époque-là? En fait, moi, comme je dis, je suis arrivé, j'étais beaucoup plus dans un milieu de base très, très entier. Ok. Donc, tout naturellement, au début, je mixais essentiellement tout ce qui était... musique caribéenne. Tout ce qui est zouk, qui était compas. Et c'est vrai que même de part, on va dire, entre parenthèses, mon physique, la plupart les gens me prenaient pour un entier, en fait. Donc, c'était plus facilement pour moi de me faire accepter dans ce milieu. Et donc, j'étais vraiment dans le milieu antillais. C'est là où j'ai commencé. C'est là où j'ai commencé vraiment à essayer de pratiquer le mix. Parce que le plus de mes débuts dans ce milieu, c'est parce qu'en fait, la musique antillaise, ça se mixe, en fait. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que les gens, lorsqu'ils sont en train de danser, qui ne sentent pas, voilà. Donc ça t'apprend vraiment à mixer en fait. C'est pas comme lorsque tu mixes le hip-hop ou lorsque tu mixes cette chanson où tu peux faire des cuts, tu peux faire des techniques. Parce que les gens dansent, il faut qu'ils restent dans le flow. Et là, ils sont collés serrés, il faut pas qu'ils se décollent. C'est ça. Tu comprends le truc. Donc ça t'apprend vraiment à mixer en fait. Ouais. Donc c'était la base en fait. Et donc petit à petit, étant donné que comme je t'ai dit, j'étais envahi par la musique, on va dire une flot de musique en termes de sonorité. Ouais. Petit à petit, je suis passé dans l'R&B, dans la funk. Et naturellement, mon côté afro m'a rattrapé sur le coup, quoi. Donc, voilà. Alors là. Donc, la première soirée, tu nous as parlé des premières soirées anniversaires. Tout ça, ouais. Tu te fais la testes. À quel moment tu t'es dit, oui, là c'est bon, je suis prêt, je peux aller? Est-ce que tu t'es senti prêt ou c'est l'opportunité qui t'a jeté dans le bain? En fait, on le sent. Hein. Pour moi, je te dis, c'est naturellement, comme je te dis, moi j'ai baigné dans la musique. Ouais. Donc je vis, c'est-à-dire que mon père, 24 sur 24, il écoute de la musique en fait. Donc c'est quelque chose que j'ai appris à aimer. Et très vite, envahi mon quotidien dans lequel je me sentais bien, si tu veux. Donc, j'ai commencé à vouloir savoir comment est-ce que je pouvais mixer. Donc, j'ai commencé à mixer, mais de façon autodidacte, en fait. Comme la plupart des DJ, tu apprends sur le tas. Et moi, je suis quelqu'un, comme je dis, j'ai le milieu informatique aussi qui m'apprend aussi à faire les choses de façon très propre, très, très carrée, en fait. Donc, du coup, je me suis dit, pour vraiment avoir une aisance, une qualité de ce que j'ai envie de faire, même si c'est une passion qui va devenir quelque chose de plus, on va dire, de plus permanent, c'est qu'il faut que je fasse une école, en fait. Ouais. Donc là, j'ai décidé de faire une école, en fait, de DJ. Okay. Donc, ça a pris pratiquement 8 mois. Okay. Et là, on t'apprend vraiment la musique, la composition musicale, parce qu'on t'apprend que même dans la musique, on ne commence pas son mix n'importe où, en fait. Parce qu'on le sent, en fait. Ça veut dire que quelqu'un qui a fait une école et quelqu'un qui a appris ça sur le tas, on le voit, on le sent dans ses mix, en fait. Ouais. Parce que lorsque tu apprends à mixer, tu verras que même au niveau des enchaînements, tu n'as pas des voix qui se chevauchent, en fait. Okay. C'est-à-dire que quand tu apprends que la musique, tu es musicien, donc tu sais qu'il y a un temps, il y a des 8 ans, des 16 ans, tu sais comment rentrer dans la musique, et tout est un processus en fait. Et ça, moi, je l'ai appris. Ouais. Et après, dans l'école, on t'apprend aussi tout ce qui est MAO, tout ce qui est musique assistée par ordinateur, et tout ça, donc voilà. Donc, tout ça pour vraiment avoir une qualité de mix et de savoir-faire assez professionnel en fait. Ok. Donc tu évolues dans le milieu, dans la nuit parisienne, dans la nuit africaine parisienne. Beaucoup, ouais. Et tu te fais un nom petit à petit. À quel moment, voilà, tu as eu un nom? Tu peux te dire, bon, DJ Crispy, voilà. Est-ce que ça s'est fait par les soirées? Est-ce que ça s'est fait par la radio? Ça s'est fait par les soirées. Ça s'est fait par les soirées. Ça s'est fait par, à un moment donné, Robert Braza, qui travaillait sur Africa numéro 1 à l'époque, qui m'appelle, qui me dit, tiens, j'ai écouté un de tes mix chez un ami. Est-ce que ça te dirait, parce que moi j'ai une émission sur Africa Radio qui dure 2 heures. Okay. Donc la première heure, je reçois un invité, et la deuxième heure, est-ce que tu veux justement prendre cette heure-là pour une proposition musicale de mix en fait. J'ai dit pourquoi pas. Ouais. Et c'est là l'aventure a commencé. Okay. Et je peux dire avec Africa Numéro, ça fait plus de 20 ans que je travaille avec Africa Radio. Et
le nom a commencé comme ça. Ok. Et là où ça s'est développé, on va dire, à l'international, c'est surtout lorsque j'étais dans une soirée une fois, et à la fin de la soirée, il y a l'assistante de Claudie qui vient me voir, qui me dit, oui, tiens, j'ai écouté ta séquence, franchement, j'ai aimé. Claudie a une émission aussi, musicale, d'interview. Est-ce que ça te dirait que dans l'émission, effectivement, il y a une émission que Claudie appelait à l'époque Discothèque africaine. Est-ce que ça t'intéresse de pouvoir proposer un quart d'heure ou 20 minutes de tes mix? Et c'est là, c'est parti avec Claudie. Ouais. Et là, c'est vraiment là où je me suis dit, oui, là, c'est parti. Là, c'est parti. Mais justement, des opportunités comme ça change quoi dans une carrière de DJ? Mais ça change du fait que le regard même, si tu veux, le regard même des gens lorsque tu arrives dans une soirée, c'est-à-dire que même la plupart des gens m'ont connu en Afrique essentiellement par Claudie. Claudie, c'est-à-dire que même lorsque je suis dans ma première tournée, quand je suis arrivé à Abidjan pour faire une émission, mais c'est là où j'ai vu l'importance en fait. C'est-à-dire que dès que je disais je suis DJ officiel des RFI Africa de couleur tropicale. C'est toi, Crispy. Ok. Donc, le ticket, voilà. Ouais. Donc, ça veut dire que, banalement, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de monde de par cette émission qui connaissent le nom et qui, petit à petit, ont découvert après la personne, en fait. Ouais. Et c'est quoi la particularité du public afro à Paris? La particularité du public afro aujourd'hui, c'est qu'effectivement, on est beaucoup regardant essentiellement sur l'actualité, sur tout ce qui vient, on va dire, beaucoup aujourd'hui du Nigeria. À l'époque, c'était... Mais tu as... Voilà, je vais même reformuler ma question. Depuis, tu as vu plusieurs époques, l'époque des années 80, 90, 2000, 2010, 2020. Par décennie, c'est quoi les genres qui ont été dominants? Mais les gens qui ont été dominants, comme je t'ai dit au début, lorsque moi j'ai commencé, tu avais deux pôles. Tu avais un pôle, on va dire, très US, qui était dominé par tout ce qui était de la funk, de la R&B, essentiellement. Les années 80, voilà. Et tu as de l'autre côté, au niveau afro, tu avais vraiment deux continents. C'était le Congo et le Cameroun. C'était vraiment, vraiment les deux pôles. Petit à petit, se sont greffés aussi plus les Antilles, par tout ce qui est là, beaucoup aux Antilles, c'est beaucoup au début par tout ce qui est du compas, parce que beaucoup de gens écoutaient beaucoup tout ce qui est, comment ça s'appelle, Haïti Troubadour essentiellement. Petit à petit, ça s'est défilé vers le zouk avec Kassav, essentiellement. Mais à l'époque, au niveau du zouk, c'était vraiment du zouk Kassav en fait. C'est après que le zouk Love est arrivé. Et donc, on avait cette tendance, et petit à petit, il y a d'autres musiques qui ont commencé à émerger au niveau de l'Afrique. Et le pont vraiment s'est fait lorsqu'on va dire le Nigeria s'est positionné en fait. Et là, ça a changé tout le game. Non seulement ça a changé tout le game, c'est vrai que même le regard du monde musical vers même un truc qu'on appelle afro. C'est là qu'on a découvert l'afrobeat. Et les Américains même ont compris qu'il y avait il y avait un son qui pouvait venir de l'Afrique et qui pouvait non seulement au début rivaliser. Mais aujourd'hui, c'est plus rival, c'est qu'on est passé au-dessus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, lorsque même la tendance au niveau des clubs, on va dire c'est presque 70% afrobeat. Et après, c'est le reste en fait. Tu vois. Et donc, il y a vraiment un pont qui s'est passé. Mais ça ne s'est pas passé seulement musicalement, ça s'est même passé visuellement. Parce qu'à l'époque, lorsqu'on a commencé à regarder les clips, les clips nigérians, mais tu te dis, mais c'est quoi là, même les Américains ont commencé à trembler en fait. Et aujourd'hui, c'est l'apogée à faire maintenant que c'est la musique afrobeat qui domine le monde en fait. Parce que moi, après quelques années après, je suis allé aux États-Unis pour mixer, où je pensais que j'allais plus passer du hip-hop qu'autre chose. Mais quand je suis rentré dans la boîte, j'écoutais plus que de la musique nigériane en fait. Donc là, tu vois que non, ça a vraiment basculé en fait. Mais comment justement tu arrives à t'adapter à chacune de ces périodes? Est-ce que tu kiffes encore la musique en tant que DJ, ou est-ce que tu es dans un automatisme, tu te dis ok, c'est ça qui marche, j'arrive à le mixer? Est-ce que tu arrives à comprendre la musique? Parce que je dis ça parce que moi, par exemple, dans le rap aujourd'hui,
Il y a un certain type de rap que je comprends plus. Et je veux même... Au début, je faisais des efforts. Là, je veux même plus. J'ai compris que ça, c'est pas pour moi. Ok. Tu vois, je sais pas si toi, en tant que DJ, ce serait problématique si tu avais ça. Mais déjà, comment tu arrives à suivre? En fait, c'est bon. C'est vrai que moi, le fait déjà que je travaille sur des radios, que j'ai des missions de radio, ça me permet d'être update en fait. Ok, déjà de base. Je ne peux pas faire autrement. Après, effectivement, j'aime les classiques. C'est-à-dire que j'aime les fanatiques au niveau son, dans lequel quand je m'assois, c'est ce que je veux écouter, qui sont quand même la base. Je suis très hip-hop R&B en fait, de base en fait. Tu vois, moi c'est ma cam en fait. À côté de ça, j'évolue par rapport à l'actualité. Et qui fait que bon, c'est parce que je suis quelqu'un effectivement qui baigne dans la musique, qui aime la musique, donc je peux pas dire que j'aime tout, mais je sais apprécier lorsque il y a quelque chose de bien qui est fait. Et tu joues aussi selon ton public? Beaucoup, parce que tu vois, comme dit, tu peux pas venir dans une soirée, on va dire, c'est la base en fait. Tu peux pas être DJ jouer dans une soirée sans regarder les gens que tu es en face de toi. Parce que c'est eux que tu es censé faire danser, en fait. Donc, je ne veux pas venir, par exemple, je vais te dire une bêtise, hein, je ne vais pas venir te jouer du Haïti Troubadour si j'ai des jeunes de 18 ans devant moi. C'est clair. Qu'ils attendent, par exemple, Nino, ou qu'ils attendent Vano, ou qu'ils attendent, tu vois. Non. Donc, à un moment donné, il faut que tu sois en phase aussi avec ton public. Donc, tu vois des DJ qui jouent et qui ont la tête baissée, qui ne regardent jamais ce qui se passe sur le public. Non. C'est-à-dire que c'est le public. En fait, t'es pas là pour toi, en fait, de base, hein. T'es pas là pour te faire plaisir, en fait. T'es pas là pour te faire plaisir, en fait. Si tu pars dans une démarche de dire, je vais kiffer. Mais non, c'est pas toi qui kiffe. Il faut que tu fasses kiffer les autres, en fait. C'est ça le but, tu vois. Donc, non, c'est forcément que je m'adapte au public. Tu ne peux pas jouer ou tu ne peux pas enjailler si tu ne sais pas qui est en face de toi, en fait. Donc, c'est la base, en fait. Ok. Et depuis les années 80-90, depuis que tu as commencé, le métier de DJ a beaucoup évolué. Tout à fait. Quelles ont été les évolutions les plus difficiles pour toi à passer? Mais on va dire que je n'ai pas eu de difficultés réelles parce que moi, je suis quelqu'un qui cherche toujours à regarder vers le futur, en fait. C'est-à-dire que il n'y a pas quelque chose qui m'a surpris, en fait. Donc, tu as des gens qui sont très vinyles, et le jour que le numérique est arrivé, tu vois, non. Moi, j'ai suivi, en fait. C'est-à-dire que lorsque Serato est sorti j'étais dedans, tu vois. J'ai essayé de comprendre, donc, j'ai jamais été largué, en fait. J'ai jamais été largué. C'est-à-dire que j'ai toujours suivi le processus. Là, aujourd'hui, même, si tu veux, on a la chance que l'IA rentre en fait, tu prends ça pour, mais t'as le processus, non, mais il y en a qui le savent pas. Mais comment on appelle ça? T'as une application IA qui te permet que lorsque tu mixes, en fonction de le morceau que tu mixes, qui te propose des titres qui peuvent être agencés, voilà, tu vois. C'est magnifique. Ça te permet de ne pas tout en train de séquencer la même chose, si tu veux, tu vois. Et c'est ça, non, mais non, il faut suivre l'actualité. Moi, j'ai pas peur, j'ai jamais été quelqu'un qui a peur du nouveau, ou qui se dit, non, sinon t'évolues pas. Moi, je kiffe l'évolution, en fait. Donc c'est bien. Bon, je pense que c'est le fait que tu sois dans l'informatique aussi. Ça doit t'ouvrir. Tu sais qu'il y a des possibilités infinies. Ça aussi. Et en termes de public, je veux dire surtout au niveau de la diaspora, est-ce que tu as pu constater de ton poste de DJ l'évolution du public ou l'évolution des habitudes ou comment je veux dire l'évolution du comportement afro, des afros. Parce que ce qui est magnifique en boîte, je trouve que c'est un lieu où tu peux faire de la sociologie. Tu regardes, ça t'apprend tellement de choses sur les comportements humains. Tout à fait. Non, mais bon, ce que tu dis est vrai. Je pense qu'aussi, c'est l'avènement comment on appelle ça, du portable a joué beaucoup. Ok. A joué beaucoup. Parce qu'à l'époque, on n'avait pas de portable dans la main. Donc, on venait en boîte, on venait danser, on venait s'amuser. Aujourd'hui, tu as beaucoup de personnes qui sont en boîte. Des fois, tu as l'impression qu'ils ne savent pas pourquoi, des fois, ils sont là. Et qui pouvaient être dans leur salon, ça allait être pareil, en fait. Et donc, qui sont omnibulés par leur portable. Et alors qu'avant, les gens viennent pour s'amuser.
En fait, le comportement, c'est mon ressenti. Et ça a été le ressenti de beaucoup de DJ qui aujourd'hui, lorsqu'ils sont en soirée, ils voient comment le comportement se passe. Mais en fait, moi, il y a des boîtes où je suis arrivé effectivement où l'exemple récemment, c'est mon dernier vendredi où je suis arrivé, où tu vois que je suis arrivé, il devait être 3h du matin. La musique était là, mais il n'y avait rien qui se passait en fait. Tout le monde était sur son portable, machin et tout ça. Et mais aussi, tu vois, c'est là où, lorsque tu as fait une école, il y a on t'apprend en fait ce côté performant en fait. Okay. C'est-à-dire que tu arrives quelque part en 5 minutes, il faut que les gens savent que tu es là, quoi, en fait. Ils n'ont pas le temps en fait. Ça veut dire que on te donne le truc de dire, si on te donne 5 minutes, il faut que dans 5 minutes, il faut que tu montres que tu étais de passage en fait. Donc, c'est ce côté-là aussi qui fait que moi, quand je suis arrivé, je savais que le premier son que j'allais passer, les choses allaient bouger autrement. Et ça a été le cas. Parce que l'expérience aussi fait que, tu vois, l'expérience fait que tu as des morceaux qui fait que quand on le met, tu ne peux pas. C'est le truc qui te tue, tu vois. Le truc, banalement, tu mets premier gaou, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Tu vois, il y a des morceaux que tu mets qui fait que, voilà. Donc, et je vois aussi que la nouvelle tendance des DJ, ils sont beaucoup, si tu veux, dans l'actualité, mais qu'ils oublient les classiques, voilà, les classiques, c'est ça le truc, voilà, exactement. Et je vais revenir sur une époque particulière qui, je pense, ces 20 dernières années, a quand même été avec l'afrobeat, une des périodes les plus marquantes pour la musique africaine. Je veux parler de toute l'ère coupée-décalée là. Paris a été un épicentre de ça. C'est là où ça a commencé. C'est là où ça a commencé. Tu étais dans le game à cette période-là. Oui. Alors, on a vu comment le truc est arrivé par David Monceau. Ouais, raconte-nous un peu cette période. Comment toi, tu la vis en tant que DJ? Parce que je pense que dans l'affirmation du monde afro, je pense que avant il y avait la musique congolaise et tout ça, mais je pense que ça a pris une autre dimension. Non, ça a pris. En fait, juste avant la musique nigériane, c'était le coupé décalé. Ouais. Je pense qu'on a eu le Congo Cameroun coupé décalé et après ça s'est basculé. Non, Congo Cameroun Zouk coupé décalé. Et mais c'est vrai que la période de coupé décalé était très très marquante en fait. La période était marquante parce que si tu veux, non seulement c'était la musique coupé décalé était là, mais c'était le lifestyle, tout le packaging en fait. C'était tout ce qui est autour, tout ce qui était autour en fait. C'était tout le moment, la période des boucantiers, c'était la période de, tu vois, les gars arrivaient en boîte, c'était tout, en fait, il y avait toute l'attitude en fait qui faisait que c'était pas seulement la musique, c'était un phénomène en fait. Et ça veut dire que ça envahit tout le monde. Ça veut dire que personne s'y attendait, mais quand ça arrivait, t'avais l'impression que les gars ont préparé ça en fait. Tu vois, on dirait qu'ils avaient préparé ça. Et non seulement ça a eu son avènement, mais c'est qu'il y a eu du suivi. Parce que derrière tout ça, regarde le nombre d'artistes qui arrivaient, tu vois. Et que ça soit les Kedjevara, que ça soit les qu'on appelle ça, les Arafat, tout. Et à chaque fois, ça veut dire que chacun venait rajouter sa puissance, en fait. Et quand Arafat est arrivé, c'était... non, il y avait plus de mots, en fait. Il y avait plus de mots, en fait. C'est-à-dire que ce que l'afrobeat faisait aujourd'hui dans les clubs, c'était ce que Coupé faisait à l'époque, tu vois. Mais est-ce que tu es de ceux qui pensent que le Coupé décalé est mort avec Arafat? J'ai bien peur. J'ai bien peur parce que ça fait quand même un moment qu'il est mort et que depuis... On a du mal en fait je pense que ça a passé à autre chose et je pense qu'aujourd'hui c'est l'avènement de ce qu'on voit, c'est le rap ivoire, le rap ivoire a pris le dessus en fait, a pris le dessus. Je pense que mais musicalement comment toi tu expliques ça? Ou c'était la fin d'une époque tout exactement. Exactement, c'est-à-dire que de toute façon, c'est comme là aujourd'hui, on te rend compte que même au niveau afrobeat, ça tourne. Ça commence à voilà, tu vois.
Et bien, moi, c'est ça, en fait. C'est comme à l'époque, quand la funk est arrivée, est-ce qu'on se disait que ça allait durer le temps? T'avais l'époque des Lil Wayne, des Chris Brown, on s'est dit que ça allait être que ça. Ouais. Bah, petit à petit, tu vois. Et voilà. Ça se renouvelle tout seul. Tout seul, comme tu dis, tout seul, comme tu dis, comme tu sais. Parce qu'on s'attendait pas à l'afrobeat, il est arrivé. Ouais. On s'attendait pas au coupé décalé, c'est arrivé. Bah, ça va. Il y a un autre qui va sortir. Ouais. Haja Piano, là, ça fait mal. Tu vois, non, c'est ça. Ouais. Tu vois là, c'est que il y a des tendances qui vont arriver, qui fait que. Et bah, quand le Ama Piano est arrivé, on savait pas quoi Haja Piano allait arriver. Ouais. Et bah oui, et aujourd'hui les gens sont dedans. Moi je le joue au club, je le joue dans mes soirées. Et tu vois la réaction des gens. C'est-à-dire que c'est quelque chose. Ah non, les gens qui est dansant. En fait, tant que il y a quelque chose qui peut faire vibrer, on va dire émotionnellement, les gens sont dedans en fait. Ouais. Voilà, et aussi il faut que ça puise qu'il y ait une racine quelque part, tu vois, parce que tu vois que ça a été porté par la jeunesse béninoise ici et qui le transporte vers l'Europe, tu vois. Ouais. Et c'est ça, le coupé décalé, ça a été pris par tout un mouvement et tout un peuple qui l'a soulevé en fait. Ouais. Ben écoute, c'est très intéressant. C'est très intéressant tout ça et ça me fait plaisir de parler de ça et de parler de musique. Il y a une question que je me pose par rapport à la musique également. À l'époque, dans mon adolescence, on jouait beaucoup de zouk en boîte. Aujourd'hui, on n'en joue plus du tout. Ouais. Pourquoi ? Et j'ai pas compris comment le switch s'est fait. Qu'est-ce qui justifie que ce n'est plus une musique qui est jouable aujourd'hui en club ? En fait, ça se joue, on va dire, dans des soirées très spécialisées. Ouais. Le zouk aujourd'hui, c'est beaucoup plus, on va dire, du old school. Ouais. Il y a plus de zouk nouveau. Le zouk nouveau aujourd'hui est devenu du kizomba en fait. Ouais. C'est beaucoup de la kiz. Ouais. Et le zouk, on va dire comme de la R&B classique, a été plus ou moins dominé par d'autres styles qui ont pris de l'envergure en fait. Ouais. Aujourd'hui aux Antilles, t'as d'autres sonorités qui ont pris le dessus, qui sont le bouillon, qui sont du chata, tout ça, et qui font que bon voilà, c'est ce que en fait il faut dire aussi que comment on appelle ça, la musique, l'avènement de la musique est quand même conduit généralement par la jeunesse en fait. Ouais. Tu vois. Et quand la génération qui amène son truc. Et donc, voilà, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ceux qui écoutaient du zouk, ils ont quand même facilement la quarantaine, la cinquantaine. C'est plus eux qui vont en club, c'est ça. Donc, ils ont leurs soirées à eux, qu'on appelle les soirées rétro. Ouais. Et donc, là, effectivement, c'est des soirées spécifiques. Et là, si tu aimes le zouk, t'es amateur. Mais aujourd'hui, en club pur, non, c'est de la chata, c'est de l'afrobeat, c'est de la mapiano, c'est de la dancehall qui est en train de tenir encore, c'est de la drill, tu vois, voilà, c'est ça, je vois ça. Ok. Alors là, tu es au pays, pourquoi ? Je suis au pays pour travailler avec Duchesse, pour 2 événements. Il y a 2 événements qui sont se faits à Lomé, donc au MGM. Donc j'ai eu des événements. Là, je suis venu à Cotonou pour un autre événement qui se fait au Sunset, donc avec Sediak. Et je repars sur Lomé pour la dernière soirée avec Bourgeoisie qui se passera au Level. Okay. Et après, je prends le vol. Je prends le vol, voilà, parce que j'ai déjà des soirées, qui sont bookées. Voilà, et au fin novembre, je suis au Tchad en fait avec. Je suis au Tchad avec disons Charlotte Dipanda. Ok, d'accord. Il y a quelques années, tu as collaboré avec des artistes béninois, ici, avec Vano, avec Nicanor aussi, je pense. Nicanor, on a sorti un titre, mais on l'a pas sorti. J'ai fait 2 titres. J'ai fait un titre avec Vano, et donc j'ai fait un titre avec Crisba aussi. Ouais. Mais qu'on n'a pas sorti. Que vous n'avez pas sorti. Donc voilà, parce que bon, moi, quand je me suis lancé dans la prod, c'est essentiellement pour, on va dire que
Je ne suis pas chanteur comme la plupart le savent. Donc, ce que je faisais, en fait, c'est de générer des beats, de valider des beats, et je faisais poser des artistes de mes choix dessus. C'était le cas de mon tout premier morceau que j'ai fait, qui date déjà de 8 ans, qui a été fait avec Jay Martins et Hiro. Donc, le titre s'appelle Kondo. Donc, les gens qui veulent découvrir le titre sont sur YouTube. Donc, c'est Kondo, K-O-N-D-O. Et donc, je me suis dit, bah tiens, ce serait bien que je travaille avec des compatriotes. Et donc, je me suis dit, la première personne avec qui je dois travailler, c'est la personne avec qui j'ai plus d'affinité. Et c'était à l'époque, c'était avec Vano. Donc, j'ai fait le premier titre avec Vano, qui s'appelle Micmon. Et qui a très bien marché. Donc, c'était ambiance d'un seul, en fait. Et après, ça a été suivi avec Chris Ba. Et donc, malheureusement, on l'a pas sorti. Il y a un son qui a été fait là, il y a presque 1 an et demi avec Nicanor. Donc, on essaie de voir quand est-ce qu'on peut le sortir pour que ça ne jette pas aussi son emploi du temps. Exactement. Voilà. Bah, tu suis la scène béninoise. Bah, évidemment, tu as parlé de Adjapiano. Qu'est-ce que tu penses de ce mouvement qui est naissant? Tu le joues déjà dans tes soirées? Ah oui, je le joue déjà. Même la première fois que je l'ai joué, je crois que c'était lors de la soirée d'Axel lorsqu'il avait fait le casino. Donc, c'était moi qui ai joué ça la première fois là-bas. Et voilà, parce que j'ai aussi le devoir aussi de pouvoir faire la promotion de la musique de chez moi, comme on dit. Donc, on va dire, c'est tout naturellement. Et donc, quand tu vois l'ambiance que ça donne, tu vois, c'est pas, on va dire, de par l'intensité du morceau, de par les retombées, même en termes de date de booking même, si tu veux, par rapport à disons, à Gims et de Gis, tu vois que, voilà, que c'est quelque chose que les gens ont adopté, en fait. Les gens ont adopté. Parce que... Et tu sens que la diaspora pousse ça? La diaspora, je pense que la diaspora béninoise pousse ça parce que, de par la plupart des déplacements qu'ils font en Europe, je vois aussi quand même qu'il y a un suivi, en fait. Parce que ils ont beaucoup fait des navettes sur l'Europe. Donc, je pense que la demande et la visibilité a fait que les gens ont pris aussi le phénomène de cœur, en fait. Et j'ai aussi, par le fait aussi que même la diaspora béninoise regarde ce qui se passe au pays. Exactement. Voilà, donc quand on voit l'influence que les titres ou le concept au pays. Au pays, voilà, exactement. Donc plus il y aura qu'on appelle ça, on va dire des projets de ce type qu'on appelle ça, d'innovation musicale. Nous on sera là en tant que DJ d'essayer de pousser comme tu l'as fait, comme tu l'as toujours fait. Et je sais pas, les gens le savent pas parce que peut-être c'est une histoire qu'on raconte pas assez. À l'époque, quand on rappait avec CCC, tu fais partie des DJ qui nous ont boosté sur RFI, sur toutes les radios et tous les médias de la diaspora. Et c'est l'occasion de t'en remercier encore. Alors moi je dis, comme je t'ai dit au début, c'est un devoir on va dire de compatriotes et voilà, pas dire que je joue la musique des autres. C'est tout naturel, tu vois. Donc moi ça a été un plaisir de porter haut le morceau de CCC. Jusqu'aujourd'hui, il y a des classiques. Lorsque je joue mes classiques hip-hop. Je le mets dedans parce que voilà, il faut que les gens comprennent aussi parce que le rôle d'un DJ, c'est pas seulement de jouer ce que les gens connaissent, en fait. C'est autre chose de faire découvrir aussi de la musique. Voilà. Mais justement, je trouve qu'aujourd'hui, il y a de moins en moins ça dans le métier de DJ. Parce que les gens ne jouent que ce que les gens écoutent, en fait. En fait, ils ont oublié le rôle qu'ils ont aussi d'apprendre de nouveautés, de pouvoir partager, en fait, qu'on appelle ça, de s'ouvrir aussi, en fait, parce que, en fait, le fait que tu sois forcément de jouer les mêmes choses, c'est que on sent que t'es pas ouvert, en fait. Et c'est l'ouverture aussi qui te permet de proposer autre chose aussi aux gens, de savoir que, tiens, je peux, par exemple, banalement, techniquement, jouer par exemple une rumba et coller un zouk derrière et que même, en fait, les gens ne s'attendent pas. C'est-à-dire que tiens, mais ça sonne bien finalement. Ah oui, ça le fait. Voilà, tu vois. Et ça te permet aussi d'associer des morceaux, de faire découvrir des morceaux. Et si tu as un morceau que tu veux faire découvrir, par exemple, quand tu le joues entre deux hits,
c'est plus facile. Ça, tu vois. Donc il y a un endroit, il y a des moments aussi tu dois savoir poser les nouveautés pour que les gens l'adaptent en fait, tu vois. Parce qu'une fois quand tu colles ça déjà dans un morceau qui est connu, et que ça glisse tout naturellement. Le gars continue dans le flow. Après il te dit mais au fait le morceau là que tu as joué tout à l'heure c'était quoi déjà? Tellement il a vu que ça a tellement glissé qu'il se dit mais finalement tiens, j'ai jamais entendu ça, mais c'est quoi le morceau que tu viens de jouer tout à l'heure? Et voilà. Mais toi qui es à la fois dans les médias et en boîte, est-ce que tu ne penses pas que c'est aujourd'hui l'évolution des médias, de la manière dont les médias formatent les sons qui ont entraîné ça? Parce que je vais être même très concret. Au Bénin, dans la plupart des boîtes, à une époque en tout cas, on te jouait la playlist de Trace Africa. Oui. Parce que les gens, ils ont Trace Africa chez eux. Ils veulent écouter la même chose. Donc le DJ... Des fois, tu as l'impression que c'est même il a pris un mix Trace, il est venu coller là. Est-ce que c'est pas l'effet pervers de la manière dont on consomme la musique à notre période, ça? Oui, l'effet pervers aussi, mais aussi tu as ton rôle de DJ en fait. T'as aussi c'est pas parce que, en même toi en tant qu'artiste, c'est pas parce que il y a un standard qui se fait tout le temps que tu dois forcément suivre le standard. Parce que si tu suis le standard, même toi en termes d'identité, tu perds ton identité en fait. Parce que ce qui fait que lorsque les gens vont te dire mais tiens, lui il est pas comme les autres. C'est ce que tu vas ramener de plus que ce que les gens écoutent tout le temps en fait, tu vois. Parce que si tu joues banalement, c'est-à-dire que si vous êtes 4 DJ, 5 DJ et vous jouez la même chose, ça veut dire qu'il y a pas... en fait, non seulement une certaine monotonie, mais il n'y a même pas quelque chose de dégage. Moi c'est simple. Hein. Moi, par exemple, quand je rentre dans un club, d'un club, par exemple, quand je vois les classiques qui se jouent, moi, j'arrive, premier morceau que je peux balancer, c'est Loi de Kofi. Ça calme tout le monde, en fait. C'est-à-dire que les gens ne s'attendent pas, mais c'est que ça fait un effet. Ils se disent, mais tiens, mais c'est qui... Dans tout ça, là, c'est qui a joué ça, en fait? Tu vois l'effet en fait. C'est ça aussi. C'est qu'à un moment donné, il faut sortir des codes en fait. Il faut en fait, c'est aussi le DJ qui doit. C'est pas amener sa personnalité. Les médias sont là pour faire leur rôle. Ils sont là pour faire leur truc, hein, parce que ils savent pourquoi ils le font, tu vois. Mais toi, en tant que DJ, mais tu as un rôle aussi d'apprendre et d'enseigner autre chose, de faire découvrir autre chose aux gens que de suivre la tendance. Tu peux suivre la tendance tout en gardant une certaine identité, de pouvoir, entre deux tendances, donner quelque chose que les gens n'entendent pas, si tu veux. Parce que même quand tu mixes, en fait, c'est une histoire que tu rencontres, en fait. C'est-à-dire que tu dois avoir une trame, c'est-à-dire que tu peux pas balancer les morceaux n'importe comment, qui on va dire en parenthèse, qui n'ont pas de sens, en fait. C'est-à-dire que même moi, lorsque j'ai fait des coachings au niveau des clubs, ou même, j'apprenais au DJ que quand tu commences une soirée, t'as tout un séquence, en fait. Tu peux pas commencer, par exemple, un début de soirée avec un morceau à 120 BPM, par exemple, tu vois. C'est-à-dire qu'il faut laisser les gens rentrer dans le club tout simplement. Donc, tu dois commencer par des classiques, tranquillement, que les gens s'emprègnent de la boîte. Et petit à petit, bon, tu vois là, c'est un processus, en fait. Donc, ça se prend aussi à l'école, en fait. Donc, voilà. Donc, moi, en fait, mon but aussi, c'est très, très rapidement essayer justement aussi de pouvoir partager cette connaissance-là de tant d'années, en fait. Parce que des clubs, j'en ai fait, des festivals, j'en ai fait, des pays, j'en ai parcouru. Donc, voilà, j'ai emmagasiné beaucoup de choses pour pouvoir... Voilà, donner à la génération qui me côtoie des billes, on va dire. Voilà. Ok. Bon, là, on va rentrer dans tes platines, dans ta playlist un peu. Alors, le son que tu joues toujours, peu importe la soirée, un son que tu joues toujours. C'est Dilemma de Nelly. Ok. Pourquoi? Parce que c'est un classique. Ok. Ça arrive à toutes les générations. Ok. Que ça soit du nouveau, du jeune, c'est quand tu mets ça, tu vois l'émotion de tout le monde qui voilà. Ok. Ouais. Moi, ça c'est ma référence en fait. Ok. Bon, là c'est plus une question. L'artiste béninois que tu rêves de voir exploser mondialement, ça te ferait kiffer de le voir exploser mondialement? Je dirais premier coup de cœur, ça va être Vano. Ouais. C'est quoi ta relation avec Vano? J'ai compris que vous avez une relation particulière. En fait, la relation avec Vano, c'est une relation
de quelqu'un que j'ai vu qui m'a surpris par son charisme, en fait, par ce qu'il dégage, par sa personnalité. Et voilà, on s'est liés, on a eu une amitié, je l'ai suivi depuis le début. J'ai vu son évolution. Et moi, quand je le vois sur scène, en fait, c'est ça en fait. C'est son côté scénique, en fait. Parce qu'à part les morceaux qui effectivement sont entraînants, mais c'est que quand tu le vois sur scène, il dégage quelque chose de très, très puissant, en fait. Et le voir à l'international, le voir dans des grandes salles, tu vois, là, tu kifferais. Alors, le public le plus chaud devant lequel tu aies jamais mixé? Le public le plus chaud... J'en ai fait des soirées, hein. Le public le plus chaud. Le public le plus chaud. Je pense que c'est pas loin de l'Antille ou du Cameroun, en fait. Ok, ça se tape entre les deux. Bon, tu arrives dans une soirée, comme tu racontais tout le monde, tout le monde est assis, personne ne bouge. Tu as dit que tu as joué un morceau. C'était quoi le morceau que tu as joué qui a démarré tout le monde? Non, c'est Loi de Kofi. Ok. Loi de Kofi. Ok. Ah non, voilà. Ok. C'est un classique qui laisse pas les gens indifférents, en fait. Ouais. C'est-à-dire que même quand tu es dans ton portable, là, tu écoutes ça, tu dis, il y a quelque chose qui se passe. Mais qui a mis ça, au fait? Ok. C'est qui le DJ qui a osé mettre le morceau, là? Parce que depuis là, on écoutait autre chose. C'est ça, là, ça sort d'où, en fait? Voilà. Le morceau qui ne rate jamais, ça, peu importe. Tu sais que si tu joues ça, là, peu importe la situation, ça repart. Mais je pense que le classique, c'est Premier Gaou, en fait. Ok. Là, on dit même à l'international, hein, tu vas même chez les Blancs, tu vas n'importe où, tu mets Premier Gaou, ça... Ok. C'est quoi le son que tu as trop joué, que toi-même tu peux plus écouter? Aujourd'hui non, pas. Ça veut dire que même si le public te demande, ça, t'es pas chaud. Même si tu le fais à contre-cœur, quoi. Est-ce que j'ai un son comme ça qui me fatigue? Non, je faisais... En fait, c'est un son qui aujourd'hui est passé quand même. Mais c'était à l'époque. Mais c'était le morceau, en fait, Coller la petite. Ouais. Voilà. Tu as fait Overdose. Ah oui. Ah oui, c'était quelque chose. À l'époque, quand c'est arrivé, c'était quelque chose. C'est-à-dire que... En fait, ce que je ne comprenais pas de ce morceau, c'est que même les personnes les plus âgées, en fait... Et c'est ça qui me choquait, en fait. J'ai dit, mais quand tu vois une maman qui vient te dire qu'elle est la petite, tu te dis, mais comment elle va danser ça? Parce qu'en fait, c'est la chute, en fait. Tu te dis, mais... Déjà, elle te demande le son, tu dis, ok. T'hésites, en fait. Tu dis, mais est-ce que... Après, tu dis, mais... Et elle est sérieuse, elle est sérieuse. Non, il y a des morceaux comme ça, c'est ça la magie de la musique. Il y a des morceaux comme ça pendant une période. C'est comme aujourd'hui, le fameux morceau le fameux morceau Chargé. Ouais. Mais chargé, mais chargé dans une soirée de 8 ans, même de 90 ans. Ouais, tout le monde. Mais c'est la folie. Ouais. Moi, j'ai vu déjà, je me dis, mais jamais j'aurais aussi imaginé qu'ils allaient égaler. Mais les gens. Ouais. Non, mais je dis ça. En fait, ce qui est terrible dans la musique, c'est que ça peut te déconcerter, quoi. Ouais. C'est-à-dire que mais tu vois. Il n'y a aucune explication. Non, parce que tu vois le truc, tu me dis, ok, d'accord, quoi. Tu as juste dit, ah, ok. Ouais, voilà. Non, mais c'est fort. Ouais. Quel son tu as, peu importe la période, hein, toi, dès que tu l'as écouté, tu savais que ça allait être un hit que tu as joué avant tout le monde? En fait, le morceau que j'ai eu en avant-première et que aujourd'hui j'ai la visibilité que ça m'a pas étonné, en fait, c'est le morceau de Campé. Ok. Parce que je l'ai écouté avant que ça sorte, en fait. Ok. Parce que j'avais un ami, en fait, qui m'avait fait écouter le morceau. Ouais. Et j'ai dit, comment le gars a fait le morceau, là? Là, je sens que ça va, c'est un banger. Ouais. Et quand j'ai vu la suite, non, voilà. Ouais. Ça, oui, ça, ce morceau, oui. Ouais.
Une des évolutions dans le métier de DJ aujourd'hui, c'est que, tu parlais de charger. Aujourd'hui, il y a beaucoup de hype man qui accompagnent les DJ. Aujourd'hui, c'est même la tendance, des duos et tout. Comment est-ce que tu expliques ça? Non, est-ce que ça répond à un besoin particulier? Non, ça répond à un besoin, ça répond à un besoin de clubbing, ça a un besoin un moment de tendance, parce qu'effectivement, c'est devenu aussi un métier. Hein. Oui. Mais c'est devenu un métier. C'est-à-dire que, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a des DJ qui sont bons à mix, mais qui n'aiment pas le micro, en fait. Tu vois? Donc, à côté de ça, le duo est excellent, en fait. Donc, on va dire que c'est quelque chose qui a de plus en plus tendance dans les clubs. Et le hype man, en fait, c'est quelque chose qui est différent, que moi, j'apprécie beaucoup, qui est différent de ce que moi, j'aime moins, qui est ce qu'on appelle les gens qui font à Talakou, là, tu vois, ou qui, toute la soirée, alors que le hype man, c'est vraiment quelqu'un qui donne de l'ambiance, qui donne du tempo à la soirée, en fait. Mais tu sais, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, je me demande si le métier de hype man, ça répond pas à ça, au fait que les gens sont tout le temps sur leur téléphone. Le hype man, est-ce que lui, c'est pas son truc d'accompagner le DJ à aller chercher les gens, à les booster, à les provoquer? Si, en fait, parce qu'en fait, avant un DJ seulement qui mixe, où tu n'as pas ce côté, justement, de quelqu'un qui densifie la soirée, tu vois les deux, hein. Tu vois les deux tout de suite, tu vois que c'est pas la même chose, en fait. C'est pas la même ambiance. C'est la même chose. Et tu vois qu'effectivement, le hype man, il est là aussi pour permettre de faire comprendre aux gens, de donner un autre code d'ambiance, en fait. Et si ça continue, c'est parce que aussi, on a vu que ça apporte en plus aussi. Sinon, c'est pas la peine. Non. Qu'est-ce que tu penses des gens qui viennent te faire des requests en pleine soirée, qui viennent te faire des demandes pendant que tu mixes? Non, je vais être clair là-dessus. C'est-à-dire que si tu veux, quand j'ai commencé à mixer, c'est quelque chose que j'appréciais pas. C'est quelque chose que je n'aimais pas. Et après, c'est quelque chose que j'ai appris à analyser et à aimer. Donc aujourd'hui, si je suis en train de mixer, tu me demandes un morceau, c'est avec plaisir que je le joue. Pourquoi? Parce que déjà, je pars de l'idée que il faudrait pas que le seul morceau là que tu me demandes et que j'ai pas joué fait que tu te dis à la soirée t'es nul. Déjà, j'essaie d'éviter que tu pars frustré déjà de base. Tu vois, déjà c'est ça. Et de deux, c'est que tu rends compte que lorsque quelqu'un vient te demander un morceau, même si au début tu veux pas jouer ce morceau-là, et que tu le joues parce que tu te dis... La seule difficulté pour moi, c'est de savoir où est-ce que je vais placer le morceau. Parce que si je suis dans une séquence, on va dire d'une musique de 120 BPM ou 130 BPM, mais tu viens me demander un morceau qui fait 80 BPM, je vais te dire d'attendre un peu. Donc, à moi de savoir où est-ce que je peux mettre le morceau. Mais il faut savoir après que un morceau que quelqu'un demande, il n'est pas le seul à aimer ce morceau-là. Et c'est l'effet dont tu te rends compte. Parce que même, tu te rends compte que ça peut être même pour toi, entre parenthèses, ce qu'on appelle une cartouche. C'est-à-dire que ça peut être à un moment donné où tu es dans le creux, où tu ne sais pas quoi jouer, et que tu balances ce morceau qu'une seule personne t'a demandé, tu vois l'effet autour, en fait. Et ça peut te permettre de créer un autre dynamique, en fait. Tu vois. Donc, c'est quelque chose que j'ai appris avec le temps, à accepter, à aimer. Et moi, je suis pas réfractaire, en fait. Parce que je vois beaucoup de DJ qui me disent non, mais je ne veux pas. Non, et la plupart des DJ me disent non. Enfin, ils n'aiment pas ça, en fait. C'est agaçant. Parce que moi, je t'ai expliqué maintenant pourquoi, en fait. Et ça me surprend, c'est la première fois. Et voilà, tu as parlé également du creux de la vague en soirée. C'est quoi les différentes. Les différents moments que tu vis en tant que DJ, parce que c'est quand même quelque chose de solitaire, même si tu es là pour enjailler les gens, ça peut être une expérience solitaire, parce que tu es là, tu as des sets de 3 heures, c'est ça? Plus que ça, des fois plus que ça. Des fois plus que ça. Comment est-ce que tu emmènes les gens? Comment est-ce que tu racontes ton histoire? De ton histoire, comme je t'ai dit tout à l'heure. Est-ce que les gens suivent ton histoire? Parce qu'il y a différentes vagues de personnes qui viennent dans la soirée. Il y a différents niveaux d'alcool. Il y a différents moods dans la soirée. Exactement. Comment tu gères ça?
La plupart de mes soirées, j'essaie de les préparer. Je les prépare. C'est-à-dire que quand je vais dans une soirée, je te demande d'abord quel type de public que tu as, quelle est la tranche d'âge, essentiellement, et j'essaie de demander combien de temps je mixe. Quand je viens en guest, si c'est 2 heures de temps, ou c'est 1 heure de temps, voilà. Donc, je prends ces paramètres pour pouvoir, moi, analyser mon set, en fait. Okay. Donc, c'est-à-dire qu'effectivement, j'ai plus de largesse dans ma playlist lorsque je joue pendant, tu me dis que mon set va durer 2 heures ou 3 heures, que lorsque tu me dis que mon set dure 1 heure. Ouais. Parce que quand c'est 1 heure, c'est très condensé, et en 1 heure de temps... Droit au but. Tu vois, comme on dit, c'est rafale, en fait. Ouais. C'est en mode rafale. Effectivement, donc ça veut dire que pendant 1 heure, je ne peux pas explorer plus, on va dire, de différence d'ambiance que si j'avais 3 ou 4 heures, en fait. Ouais. Donc, après, la plupart de mes soirées commencent généralement, si je peux, par ambiancer la gente féminine. Parce que je pars du principe que quand tu fais ramener les filles sur le dance floor, ça se suit, en fait. Oui. Parce que les hommes arrivent sur la piste que lorsqu'ils voient des filles sur la piste. Oui. Donc moi, c'est d'abord de base, en fait. Donc après, voilà, donc je commence avec des séquences qui peuvent être, on va dire, soft, mais assez très directif au niveau des filles. Et après, petit à petit, je fais monter le cursus au niveau BPM, en fait. Ouais. C'est-à-dire qu'on va passer peut-être du 85 à 90, au point où ça est à 30. OK. Et là, je vais chuter pour essayer de faire verser le cardio, parce que à un moment donné, le cardio est plus jusqu'à 130. Et je fais chuter. Je vais chuter avec une tendance plus soft. Et après, j'accélère, en fait. Et j'accélère pour sortir, en fait. Ouais. C'est-à-dire que la fin de mon set... Quand tu sors, tu sors comme ça. quand je sors, les gens, ah oui, non, mais ça respire plus, en fait. Ça respire plus. C'est que ils se disent, mais c'est quoi le truc, en fait. Voilà, c'est ça. Ouais. Et une dernière question, parce que j'ai, à un moment, travaillé dans un club. Et il y avait cette relation-là. Il y a des DJ qui me disaient, on est là pour faire boire les gens, on est là pour faire consommer les gens. Est-ce qu'il y a un véritable rapport entre la manière dont le DJ va conduire la soirée et la manière dont les gens vont consommer? Est-ce que c'est quelque chose que tu... Enfin, je ne vais pas dire scientifiquement. Non, c'est pas... En fait, ce qui est vrai, c'est qu'effectivement... plus ton cardio est élevé, plus, on va dire, le rythme de la soirée en termes de consommation, de dance floor, en fait, est très élevé. Ouais. Et plus tu te dessèches, en fait, plus tu as soif. Okay. Donc, les seules ambiances dans lesquelles tu peux atteindre ce type de level où les gens sont, on va dire, en apnée, c'est les musiques très accélérées, en fait. Ouais. Donc, ça veut dire que le coupé décalé, que ça l'électro, que ça soit même la mapiano, quand on le joue en club, même si de base il est à 113 BPM, on le joue pas à 120, on le joue pratiquement à 120, 125 en fait. Ouais. Donc, c'est ça en fait qui fait que le seul moment où les gens peuvent consommer, c'est qu'à un moment donné, ils sont... ça respire plus en fait. Ouais. Voilà, donc c'est ça en fait. Ouais. Ça se joue beaucoup sur la cadence en fait. Ok, d'accord. Ben, en tout cas, merci beaucoup de nous avoir ouvert tes quelques tips, tes quelques secrets. C'est important. Je suis sûr qu'il y a des aspirants DJ ou des DJ qui regardent et qui peuvent apprendre de toi. Avec Mais plaisir. Justement, si tu avais un conseil à donner à un jeune DJ qui veut percer à l'international, qu'est-ce que tu lui donnerais? Ben, aujourd'hui, c'est déjà qu'il soit passionné de base. Parce que si tu n'es pas passionné, c'est dans tout métier. Hein. C'est pas que pour la musique. Si tu n'es pas passionné, tu peux y réussir. Parce que le seul comment ça s'appelle, la seule situation dans laquelle tu peux te dépasser, dans laquelle tu ne comptes pas tes heures, dans laquelle tu ne regardes pas si tu as fait 2 heures ou 3 heures, c'est quand tu es passionné en fait. Donc de base, il faut être passionné. Et de deux, il faut vraiment travailler. Parce que quand tu travailles tes mix, quand tu travailles ta façon de pouvoir gérer tes scènes,
ça se voit. Et surtout, avoir, qu'on appelle ça, l'appétence de toujours apprendre, en fait. Moi, aujourd'hui, j'ai plus de 25 ans de mix, mais j'apprends tous les jours, en fait. Je cherche toujours d'apprendre, en fait. Parce que le jour où tu te dis, j'ai fini d'apprendre, on va dire, c'est le jour-là que t'es mort, en fait. Ouais. C'est le mot, en fait. Et en dernière position, c'est de créer son personnel branding. C'est important. Ouais. C'est-à-dire qu'il faut que, si tu es dans un milieu où vous êtes 10 ou 20 DJ, quand on te regarde, on te dit, ah, lui là, c'est pas pareil. OK? Ouais. La première personne que j'ai vue quand je suis arrivé au Bénin, et quand je l'ai vu, j'avais fait une réunion, en fait, pour essayer de discuter avec la jeunesse béninoise au niveau du DJing. La première personne que j'ai vue, qui aujourd'hui, je le vois dans sa façon de se comporter et de la façon dont il évolue, en fait, c'est Jay Common, en fait. OK. Ils étaient, ce jour-là, j'avais invité à peu près 6 ou 8 DJ, en fait. C'était le seul qui avait un t-shirt avec son nom. Et quand tu le voyais physiquement, il dégageait l'attitude de DJ, en fait. Et ça, c'est déjà la base, en fait. Ouais. Moi, quand je suis assis dans un club n'importe où, même de dos ou de face, quand tu me vois, tu te dis, là, c'est pas un artiste, c'est que ça donne. Voilà. C'est-à-dire qu'il faut avoir un personnel branding, il faut le cultiver aussi. Il faut vraiment le cultiver, parce que c'est ça qui fait que même, il y a des DJ qui sont pas forts techniquement, mais c'est que physiquement, ils dégagent quelque chose, en fait. Et je trouve ça, c'est quelque chose qui se développe beaucoup, surtout sur les female DJ, les meufs. De plus en plus, on a des meufs qui ne sont pas toujours fortes, mais elles ont une image, elles amènent quelque chose, elles amènent un show et une personnalité qui fait que, bon, tu as envie de les voir parce que c'est des spectacles. C'est ça. Non, mais le DJ aujourd'hui, en fait, ce que je te dis, c'est qu'on a dépassé le cadre du mix. Ouais. Pour avoir en fait une représentation de l'image, en fait. Ouais. C'est l'image que les gens achètent, c'est l'image que les gens veulent voir, en fait. Ouais. Et c'est ce que les anglophones ont compris, en fait. Et c'est là, de plus en plus, il y a des DJ qui comprennent parce qu'ils sont beaucoup dans le show et qui fait que tu vois que même en termes de leur niveau de booking, il est pas pareil. Ouais. Parce que les gens veulent voir du spectacle, en fait. Ouais. Ils veulent voir du spectacle, en fait. Ouais. Le DJ, il est là, tu as les DJ aujourd'hui qui mixent, il laisse la platine, il va danser, il danse. Et c'est ça que les gens veulent voir, en fait. Donc, voilà, c'est que je dis, il faut que la personne cultive quelque chose de spécial. C'est-à-dire quelque chose qui fait que c'est lui qu'on va appeler, pas l'autre, en fait. Voilà. C'est le show. Aujourd'hui, c'est le show, en fait. On est dans une autre ère. C'est le show. Juste savoir mixer, ça suffit plus. Non. Après, si tu veux que le mix seulement soit regardant, il faut vraiment que tu as des techniques qui font que, voilà. Ouais. Il faut que tu mixes avec une oreille. Il faut que tu aies quelque chose, tu vois. Il faut que tu aies un autre level, en fait, tu vois. Voilà. Si c'est avec les pieds ou avec... il faut que tu fasses quelque chose. Comme à l'ancienne, les gars qui mixaient avec les mains dans le dos et tout. T'as tout compris. On arrive sur la fin de cet entretien. Je sais pas, est-ce que tu as un mot de la fin? Non, le mot de la fin, déjà, c'est de te remercier. Parce qu'on va dire qu'avant cette émission, on est déjà amis. Oui. C'est quelqu'un que j'ai beaucoup apprécié. Merci. Je t'ai suivi dans ta carrière, de ce que tu fais après ta carrière artistique. Ouais. Et comme je dis, je te remercie déjà de m'honorer de cette présence-là sur ton plateau. C'est la famille. Le plateau. C'est même si c'est la famille, je te remercie énormément. Et comme je te dis, que les DJ qui veulent suivre cette émission puissent apprendre quelque chose. Et que voilà, j'ai mon Facebook, donc DJVJ Crispy, j'ai mes réseaux sociaux DJ Crispy. Ils peuvent aussi passer par là s'ils veulent des conseils ou s'ils veulent des interactions par rapport à l'émission. Il n'y a pas de souci. Je suis là. Ok. Écoute, merci beaucoup pour ton temps. Merci pour ta transparence. Merci pour ce partage, cette générosité à chaque fois. Et puis, tous les artistes béninois, n'hésitez pas à lui envoyer vos sons. Il booste vraiment la culture béninoise et c'est de ça qu'on a besoin et on te remercie pour ça et je te souhaite, je sais pas, qu'est-ce que tu veux que je te souhaite? Dans quel endroit t'as pas encore mixé que t'aimerais mixer? Voilà. Le Japon. Au Japon? Ok. Japon, le plus asiatique, voilà, je pense que ça a d'autres choses encore.
Ok, bah parce écoute, que bon, j'ai eu la chance de faire beaucoup de pays, ouais. mais le Japon, ouais, ça me plairait bien. Donc on va dire, l'aventure continue. Bah, on te souhaite de mixer au Japon. Tiens. Avec plaisir, Et merci beaucoup. Voilà. Bon vent à toi. Merci Merci beaucoup. Merci à toi. Cotonou Boy Show.